L'automne de 1762 s'abattait sur la Provence comme un linceul grisâtre, étouffant la terre sous son poids mélancolique. Les collines ondulantes qui entouraient la demeure Salomon se paraient de teintes ocre et pourpre. Les vignes abandonnées depuis longtemps s'accrochaient aux pentes rocailleuses telles des veines desséchées. Mais cette beauté naturelle, cette explosion de couleurs automnales qui aurait dû émerveiller l'œil, ne faisait qu'accentuer par contraste la décrépitude lugubre du manoir, qui se dressait au sommet d'une butte isolée, tel un squelette blanchi par les intempéries, le temps et l'oubli. La bâtisse, autrefois symbole éclatant de la puissance et du prestige de la famille Salomon, n'était plus désormais qu'une carcasse pathétique, aux volets défoncés pendant sur leurs gonds rouillés, aux murs lépreux couverts de lézardes qui serpentaient comme des cicatrices malveillantes. Les pierres de taille, jadis si parfaitement ajustées par les maîtres maçons du siècle précédent, se fendillaient inexorablement, laissant pénétrer l'humidité pernicieuse qui rongeait les fondations comme une maladie insidieuse et incurable. Dans les salons désertés où autrefois résonnaient les rires cristallins des fêtes somptueuses et les conversations spirituelles des philosophes invités, les portraits des ancêtres regardaient désormais le vide de leurs yeux rongés par les mythes et le temps. Ces visages peints, ces expressions hautaines figées pour l'éternité, étaient devenus les témoins silencieux et impuissants de la chute vertigineuse d'une lignée jadis respectée et crainte dans toute la région provençale. Jeanne de Salomon se tenait immobile devant la fenêtre crasseuse de son boudoir poussiéreux, les mains crispées et tremblantes sur le reboisage moisi qui s'effritait sous ses doigts décharnés. À 62 ans, son visage portait cruellement les stigmates profonds d'une vie amère, d'une existence marquée par les déceptions, les humiliations et les rêves brisés. Ses traits, qui avait été délicat dans sa lointaine jeunesse selon les portraits jaunis conservés dans la bibliothèque, s'était durci progressivement en angles sévères et coupants. Ses yeux gris, profondément enfoncés dans leurs orbites creusées par les nuits blanches et les pleurs secrets, brillaient néanmoins d'une lueur fébrile et inquiétante qui trahissait une obsession dévorante, une idée fixe qui consumait son esprit jour après jour. Ses cheveux, autrefois d'un châtain lumineux selon les souvenirs de la vieille Margot, étaient maintenant d'un blanc crayeux, tirés en un chignon strict et impitoyable sous une coiffe de dentelle jaunâtre et élimée. Quelques mèches rebelles s'en échappaient désordonnément, pendouillant comme des fils d'araignée autour de son visage émacié. Elle n'avait jamais été mariée. Ce fait, cette réalité cruelle, était une plaie ouverte qui ne cessait de suppurer dans son cœur desséché. Dans sa jeunesse, les prétendants s'étaient faits rares, puis inexistants. Les jeunes hobereaux de la région, qui auraient normalement dû s'intéresser à une demoiselle de bonne famille comme elle, avaient été rebutés par son caractère inflexible et autoritaire, sa langue acérée qui ne pardonnait aucune faiblesse, aucune sottise. Elle ne savait pas baisser les yeux, rougir joliment, minauder comme le faisaient les autres jeunes filles. Non, Jeanne parlait fort, donnait son avis sur tout, corrigeait les erreurs des hommes avec une arrogance déplaisante. Son père, le comte Édouard de Salomon, un homme vaniteux et prodigue, l'avait sermonné à maintes reprises lors de dîners tendus dans cette même salle à manger, aujourd'hui envahie par les toiles d'araignée. « Tu es trop fière, ma fille, trop hautaine. Les hommes n'aiment pas les femmes qui les surpassent en intelligence. Apprends à te taire, à sourire, à obéir. Sinon tu finiras vieille fille, et ce sera ta faute. » Mais Jeanne n'avait pas su ou pas voulu changer. Et le comte Édouard avait eu raison dans sa prédiction cruelle. Puis était venue la guerre de succession d'Autriche, ce conflit sanglant et interminable qui avait déchiré l'Europe pendant 8 longues années. Le conflit avait décimé impitoyablement les rangs de la petite noblesse provençale. Les jeunes hommes étaient partis au combat, arborant fièrement leurs uniformes chamarrés et leurs épées étincelantes, rêvant de gloire et d'héroïsme. Beaucoup n'étaient jamais revenus, laissant derrière eux des veuves éplorées et des fiancés à jamais condamnés au célibat. Le comte Édouard, pendant ce temps,
avait dilapidé méthodiquement et stupidement la fortune familiale dans des investissements hasardeux et catastrophiques. Il avait investi dans des compagnies commerciales véreux qui avaient fait faillite, dans des mines d'argent qui n'avaient jamais produit un seul gramme de métal précieux, dans des plantations coloniales ravagées par les ouragans et les révoltes d'esclaves. Et quand l'argent des investissements s'était épuisé, il s'était tourné vers les tables de jeu, perdant des sommes colossales aux cartes et aux dés dans les salons enfumés de Marseille et d'Avignon. À sa mort, 15 ans auparavant, terrassé par une apoplexie foudroyante alors qu'il jouait au pharaon dans un tripot malfamé, le comte Édouard n'avait laissé à ses enfants que des montagnes de dettes et cette maison délabrée qui s'effondrait pierre par pierre. Les créanciers s'étaient abattus sur la succession comme des vautours affamés, saisissant tout ce qui avait de la valeur. Les terres, les fermes, les métairies, les troupeaux, tout avait été vendu aux enchères pour éponger les dettes du défunt. Jeanne s'était retrouvée seule avec son frère cadet, Robert, dans cette demeure qui ressemblait de plus en plus à un tombeau. Le village de Saint-Rémy-de-Provence, situé à 3 lieues de là, au fond de la vallée, la surnommait désormais la vieille sorcière de Salomon. Les paysans chuchotaient sur son passage, se signaient furtivement, protégeaient leurs enfants de son regard réputé maléfique. Les commères du marché racontaient qu'elle avait fait un pacte avec le diable pour garder son domaine, qu'elle pratiquait des rituels obscurs dans les caves du manoir, qu'elle buvait le sang des nouveau-nés pour prolonger sa vie. En réalité, la vérité était beaucoup plus prosaïque et pathétique. Jeanne survivait misérablement en vendant peu à peu les derniers biens de valeur qui restaient dans la maison. Les chandeliers d'argent massif avaient été les premiers à partir, vendus à un orfèvre de Tarascon pour une bouchée de pain. Puis étaient venues les tapisseries flamandes qui avaient orné les murs du grand salon, les porcelaines de Chine héritées d'un grand-oncle voyageur, les livres rares de la bibliothèque familiale qui contenaient autrefois plus de 3000 volumes. Elle avait même vendu les bijoux de sa mère, ces parures magnifiques qu'elle avait toujours juré de ne jamais céder. Le collier de perles, les bagues serties de diamants, les boucles d'oreilles en émeraude, tout était parti chez les prêteurs sur gage de Marseille. À chaque vente, Jeanne avait l'impression d'arracher un morceau de son âme, de trahir la mémoire de ses ancêtres, mais la faim et le froid étaient des maîtres impitoyables qui ne laissaient aucune place au sentimentalisme. Mais ce qui la hantait véritablement, ce qui la consumait nuit après nuit dans son lit glacé, ce qui lui arrachait des cris silencieux d'angoisse et de rage, c'était l'extinction imminente et inéluctable de la lignée Salomon. Sans héritier, le nom s'éteindrait définitivement avec elle. Cette pensée lui était absolument insupportable, intolérable. Elle qui avait consacré toute son existence misérable à préserver ce qu'il restait de l'honneur familial bafoué, qui avait enduré les humiliations, la pauvreté, la solitude, ne pouvait tout simplement pas accepter que tout s'achève dans le néant, que des siècles d'histoire disparaissent comme de la fumée. La famille Salomon remontait au XIIIe siècle, aux croisades. Un ancêtre, Bertrand de Salomon, avait combattu aux côtés de Saint-Louis en Terre Sainte, avait été fait chevalier sur le champ de bataille de Mansoura. Le nom figurait dans les chroniques royales, dans les chartes des abbayes, dans les registres des parlements. Et tout cela allait disparaître, s'effacer comme si rien n'avait jamais existé. C'était impensable. C'était une injustice cosmique qui faisait bouillir le sang dans ses veines. Un cri déchirant, bestial, presque inhumain, résonna soudainement dans les profondeurs du manoir, brisant le silence pesant qui enveloppait la demeure comme un suaire. Jeanne ne tressaillit même pas. Elle était habituée. Elle connaissait trop bien ces hurlements déments qui jaillissaient des entrailles de la maison à toute heure du jour et de la nuit. C'était Robert, son frère, le dernier mâle des Salomon. Elle se détourna lentement de la fenêtre et traversa le couloir sombre, aux lambris craquelés et pourris. Ses pas résonnaient lugubrement sur les dalles disjointes du parquet, soulevant des nuages de poussière qui dansaient dans les raies de lumière filtrant à travers les volets disjoints. Des toiles d'araignée pendaient aux poutres noircies par les ans et l'humidité, formant des draperies fantomatiques.
L'odeur de moisissure et de renfermé était écrasante, suffocante, mêlée à des relents plus subtils mais non moins déplaisants. L'urine, les excréments, la sueur rance, la chair malade. Au bout du corridor obscur, une porte massive bardée de fer se dressait comme l'entrée d'un cachot médiéval, d'un donjon oublié. La surface du bois était creusée de griffures profondes, comme si une bête sauvage avait tenté désespérément de s'en échapper. Jeanne sortit un trousseau de clés rouillé de sa ceinture et déverrouilla méthodiquement les 3 serrures, avec des gestes mécaniques, répétés 1000 fois. Les mécanismes grincèrent sinistrement. Le battant s'ouvrit lentement, en gémissant sur ses gonds mal huilés, révélant une chambre plongée dans une pénombre épaisse et nauséabonde. L'air était vicié, irrespirable, chargé de relents corporels et d'urine ammoniaquée qui prenait à la gorge. Les rideaux épais, jadis de velours rouge cramoisi, maintenant décolorés et moisis, étaient tirés hermétiquement, ne laissant filtrer qu'un ray de lumière maladive et blafarde. Dans un coin de la pièce, sur un lit défoncé dont le matelas éventré laissait échapper sa bourre grisâtre et ses draps souillés de taches brunâtres indéfinissables, gisait une forme humaine recroquevillée comme un fœtus. Robert de Salomon avait 52 ans selon l'état civil, mais à le voir ainsi, n'importe qui lui en aurait donné 70, voire 80. Son visage était une ruine, un paysage dévasté par le malheur et la souffrance. 10 ans auparavant, lors d'une belle journée de printemps qui avait si mal tourné, son cheval s'était emballé sans raison apparente lors d'une chevauchée dans les collines pierreuses. La bête affolée, peut-être piquée par un taon ou effrayée par un serpent, l'avait désarçonné brutalement avant de l'entraîner sur plus d'un demi-mille, son pied coincé dans l'étrier, son corps traîné et cognant violemment contre les roches et les buissons épineux. Les palefreniers, alertés par les hennissements paniqués, avaient fini par maîtriser l'animal écumant après une course folle. Mais le mal était fait. Robert avait survécu par miracle, mais l'accident l'avait irrémédiablement brisé dans sa chair et dans son esprit. Sa jambe droite s'était fracturée en au moins 7 endroits différents, les os perçant la peau, les muscles déchirés. Le rebouteux du village, un charlatan ivrogne, l'avait mal ressoudé, laissant le membre tordu à un angle grotesque, rendant toute marche impossible à jamais. Mais ce n'était rien, comparé au reste. Un éclat de roche acéré lui avait crevé les 2 yeux simultanément dans sa chute, le plongeant instantanément dans les ténèbres éternelles d'un monde sans lumière, sans couleur, sans visage. Ses côtes avaient été enfoncées, perforant un poumon qui depuis lors sifflait à chaque respiration. Son crâne avait heurté violemment le sol à plusieurs reprises, provoquant des lésions cérébrales que même les médecins de Marseille n'avaient su soigner. Et le pire, l'absolument pire dans tout cela, c'était ce que l'accident avait fait à son esprit fragile. Les coups répétés à la tête, les traumatismes multiples, avaient endommagé quelque chose de fondamental dans les méandres de son cerveau. Robert alternait désormais entre des périodes de lucidité troublante, où il semblait redevenir l'homme cultivé et charmant qu'il avait été, et des accès de rage démente où il hurlait, se griffait jusqu'au sang, brisait tout ce qui était à sa portée, déféquait sur lui-même en riant comme un dément. Parfois, perdu dans les brumes de sa folie, il ne reconnaissait pas sa propre sœur, la prenant pour un démon venu le tourmenter, pour un ange de la mort venu l'emporter. D'autres fois, plus déchirant encore, il sanglotait comme un enfant abandonné, appelant leur mère Marie-Thérèse, morte depuis 30 ans d'une consomption pulmonaire, suppliant qu'on vienne le chercher, qu'on le ramène à la maison. Le visage de Robert était devenu un paysage de cicatrices enchevêtrées. Son nez, brisé puis mal remis, s'était ressoudé de travers, donnant à son profil une asymétrie inquiétante. Ses orbites vides, 2 cavités béantes et obscènes, étaient recouvertes d'une peau fripée et rosâtre qui palpitait au rythme de son pouls erratique. Sa bouche édentée, car plusieurs dents avaient été arrachées lors de la chute, marmonnait constamment des incohérences, des fragments de phrases sans suite, des mots dans des langues inventées. Ses cheveux, autrefois châtains et bouclés selon les daguerréotypes jaunis conservés dans un tiroir,
pendait maintenant en mèches grises et graisseuses sur ses épaules voûtées et osseuses. Sa barbe, que personne ne taillait plus depuis des mois, formait une masse hirsute et poisseuse où s'accrochaient des débris de nourriture et autres immondices. « Du calme, Robert, » murmura Jeanne, en s'approchant prudemment du lit puant, une main tendue en avant, comme pour apprivoiser un animal sauvage. Robert tourna brusquement la tête vers elle, ses orbites vides semblant néanmoins la fixer avec une intensité surnaturelle. Ses mains griffues, aux ongles longs et noirs de crasse, agrippèrent convulsivement les draps souillés. « Qui est là? Qui ose entrer dans ma chambre? Est-ce vous, mère? Oh, mère, c'est vous, enfin? Vous êtes revenu me chercher? Emmenez-moi loin d'ici, je vous en supplie. Emmenez-moi au paradis où il n'y a plus de douleur. » Sa voix était rauque, brisée, presque méconnaissable. « Non, Robert, ce n'est pas mère. C'est moi, Jeanne, ta sœur. Tu te souviens de moi ?» Un rictus tordit les lèvres gercées de Robert, dévoilant ses gencives sanglantes. « Jeanne, Jeanne l'araignée. L'araignée venimeuse qui tisse sa toile dans les coins sombres. Je vous entends ramper la nuit dans les couloirs. Je vous entends tisser votre toile empoisonnée. Vous voulez m'envelopper dans votre soie mortelle et me dévorer vivant. » Sa voix montait dangereusement dans les aigus, devenant hystérique, frôlant le hurlement. De la bave s'échappait des commissures de ses lèvres. Jeanne posa fermement une main sur son épaule osseuse, sentant les os saillir sous la peau desséchée et la chemise crasseuse. « Calme-toi, je ne suis pas une araignée. Je suis ta sœur et je prends soin de toi. Regarde, je t'ai apporté ton repas. Du bouillon de poule bien chaud avec des morceaux de pain. Tu dois manger pour reprendre des forces. » Elle sortit précautionneusement un bol fumant de sous son châle élimé et le porta aux lèvres tremblantes de Robert. Il but goulûment, avec des bruits de succion dégoûtants, le liquide tiède dégoulinant abondamment sur son menton mal rasé et sa barbe crasseuse. Quand il eut terminé jusqu'à la dernière goutte, léchant presque le fond du bol, il s'affaissa mollement contre les oreillers éventrés, sa respiration redevenant sifflante et laborieuse. « Pourquoi me gardez-vous enfermé ici comme un animal, comme une bête sauvage? Pourquoi ne me laissez-vous pas mourir en paix? Ce serait tellement plus simple, tellement plus charitable. Je vous en supplie, je vous en conjure à genoux. Donnez-moi du poison, une lame, n'importe quoi. Laissez-moi en finir avec cette existence maudite. » Jeanne ne répondit pas immédiatement. Elle contemplait ce déchet humain pitoyable, ce frère qu'elle avait autrefois admiré et aimé. Dans sa jeunesse, Robert avait été beau, incroyablement beau, avec ses yeux bleus pétillants d'intelligence et de malice, son sourire charmeur qui faisait fondre le cœur des jeunes filles. Il était charmant, cultivé, spirituel. Il récitait Voltaire et Rousseau par cœur, jouait du clavecin divinement, dansait avec une grâce innée. Il était promis à un avenir brillant, à une carrière à la cour peut-être, ou dans la diplomatie. Mais le destin, cette entité cruelle et capricieuse, en avait décidé tout autrement. Un instant d'inattention, un cheval qui s'emballe, et toute une vie bascule dans l'horreur. « Tu es tout ce qui reste de notre famille, Robert, » dit-elle finalement, sa voix prenant étrangement une inflexion presque douce, presque maternelle. « Tu es le dernier mâle des Salomon, le dernier porteur du nom et du sang de nos ancêtres. Notre lignée, notre héritage de 7 siècles repose entièrement en toi et toi seul. » Robert éclata d'un rire grinçant, presque hystérique, qui se transforma rapidement en une quinte de toux convulsive et douloureuse. Du sang apparut au coin de ses lèvres. « Notre lignée, notre glorieuse lignée. Mais regardez-moi, bon sang, regardez ce que je suis devenu. Je suis un monstre, une épave, un déchet humain, un déchet. Que peut-il rester d'une lignée qui s'achève misérablement avec moi, avec cette chose que je suis devenu ?» Jeanne se redressa lentement, ses traits se durcissant imperceptiblement, ses yeux prenant cette lueur étrange et inquiétante. « Il reste un espoir, Robert, un dernier espoir que je compte bien saisir. » Elle quitta la chambre pestilentielle sans un mot de plus, refermant soigneusement et verrouillant méthodiquement la porte derrière elle. Dans le couloir obscur et glacé,
Elle s'adossa un instant au mur lépreux, le cœur battant à tout rompre dans sa poitrine étroite. L'idée qui germait en elle depuis des mois, qui la hantait dans ses rêves fiévreux, prenait forme progressivement, se cristallisait inexorablement en une résolution implacable et terrifiante. La semaine suivante, par un matin brumeux d'octobre, Jeanne reçut la visite du docteur Morel, le seul médecin de Saint-Rémy qui consentait encore à se déplacer jusqu'au manoir Salomon. Et encore le faisait-il uniquement parce qu'elle payait rubis sur l'ongle avec les dernières pièces d'argent qui lui restaient. C'était un homme replet et satisfait d'une cinquantaine d'années, au visage rougeaud et luisant, surmonté d'une perruque poudreuse qui avait connu des jours meilleurs. Il monta péniblement l'escalier délabré, en soufflant comme un phoque échoué, s'arrêtant tous les 5 marches pour reprendre son souffle. « Madame de Salomon » halta-t-il en s'inclinant maladroitement, sa bedaine tremblotante menaçant de faire sauter les boutons de son gilet. « Vous m'avez fait mander d'urgence pour votre frère, son état s'est aggravé. En effet, docteur, je m'inquiète grandement pour sa santé déclinante. Ces crises empirent jour après jour, deviennent de plus en plus violentes et fréquentes. Il ne dort presque plus, hurle toute la nuit. » Ils se rendirent ensemble à la chambre de Robert. Le médecin examina le patient avec une mine dégoûtée qu'il ne prenait même plus la peine de dissimuler. Il palpa son front moite et brûlant, ausculta sa poitrine décharnée avec son stéthoscope, souleva ses paupières inexistantes pour observer les orbites vides qui suppuraient légèrement. Son état se détériore inexorablement, c'est indéniable et prévisible, conclut Morel en rangeant ses instruments dans sa sacoche de cuir éraillée. L'humidité pestilentielle de cette pièce n'arrange absolument rien. Les miasmes putrides, l'air vicié, tout cela accélère sa déchéance. Et puis, franchement, il faudrait qu'il sorte de ce cachot, qu'il prenne l'air frais, qu'il voie la lumière du soleil. Il devient extrêmement violent quand on tente de le déplacer. Il se débat comme un possédé, hurle, griffe, mord. La dernière fois, il a failli étrangler la pauvre Margot. Je peux lui prescrire de la teinture d'opium pour le calmer, l'abrutir un peu. Mais franchement, madame, et pardonnez-moi d'être brutal, à quoi bon prolonger indéfiniment cette existence pitoyable? Votre frère n'est plus qu'un légume, une coquille vide. Le plus charitable, le plus humain serait de... De quoi exactement, docteur? Coupa sèchement Jeanne, ses yeux lançant des éclairs dangereux. Morel toussa nerveusement, soudainement mal à l'aise sous ce regard perçant. Rien, madame. Je ne me permettrai jamais de suggérer quoi que ce soit d'inapproprié. Voici mon ordonnance. Je repasserai dans 15 jours pour constater l'évolution. Après le départ empressé du médecin, Jeanne demeura longtemps assise, immobile dans le salon délabré, fixant hypnotiquement le feu maigrichon qui crépitait piteusement dans l'âtre noirci. Les flammes dansantes projetaient des ombres mouvantes et grotesques sur les murs décrépits, créant des formes fantastiques qui semblaient vivre et respirer. Une résolution glaciale, implacable, s'emparait progressivement d'elle, chassant les derniers vestiges de doute et d'humanité. Cette nuit-là, alors que la lune gibbeuse brillait faiblement à travers les nuages déchiquetés, elle descendit à la cuisine voûtée du rez-de-chaussée. La servante, la vieille Margot qui servait la famille depuis 40 longues années, était partie se coucher dans sa soupente exiguë sous les combles. Jeanne était absolument seule. Elle sortit d'une armoire vermoulue un flacon de verre sombre, contenant la teinture d'opium fraîchement prescrite par le docteur Morel. Puis, avec des gestes lents et délibérés, elle prépara méticuleusement une tisane parfumée à la camomille et à la menthe, y versant une dose généreuse, presque excessive du narcotique puissant. Elle porta le breuvage fumant à Robert. Dans l'obscurité épaisse de la chambre, il était particulièrement agité ce soir-là, se balançant d'avant en arrière, marmonnant des paroles incohérentes dans une langue qui n'appartenait à aucun idiome connu. Jeanne alluma une chandelle tremblotante et s'assit prudemment au bord du lit défoncé. « Bois ceci, mon frère, cela t'apaisera, te donnera le repos que tu cherches tant. » Robert, dans son état de confusion mentale, but docilement le breuvage sans poser de questions. En quelques minutes à peine, ses traits ravagés se détendirent visiblement. Sa respiration devint plus régulière, plus profonde et lente.
Ses yeux morts fixaient le plafond moisi sans le voir, perdu dans un brouillard opiacé. Jeanne posa délicatement la tasse vide sur la table de chevet branlante. Puis, avec une lenteur calculée, elle commença à dégrafer méthodiquement son corsage noir et austère, révélant la peau flétrie et ridée de sa gorge et de sa poitrine desséchée. « D'où me suivez-vous » Laissez un commentaire. Les semaines qui suivirent cette première nuit terrible furent marquées par un changement imperceptible mais profondément inquiétant dans l'atmosphère déjà oppressante du manoir Salomon. Un malaise diffus, une tension palpable, semblait s'être installée dans les murs mêmes de la demeure, comme si les pierres anciennes elles-mêmes retenaient leur souffle, horrifiées par ce qui se tramait dans l'ombre. Jeanne avait radicalement modifié ses habitudes quotidiennes. Elle passait désormais des heures entières, parfois des journées complètes, enfermée avec Robert dans cette chambre nauséabonde, ne sortant que pour préparer rapidement les repas frugaux et administrer les doses quotidiennes croissantes d'opium à son frère. Les quantités augmentaient progressivement, insidieusement. Ce qui avait commencé comme quelques gouttes dans une tisane était devenu des cuillerées entières dans un verre d'eau. La vieille Margot, qui servait la famille Salomon depuis 40 longues années et avait vu naître et grandir Jeanne et Robert, remarquait ces étrangetés avec une inquiétude grandissante qui lui nouait l'estomac et l'empêchait de dormir la nuit. Les gémissements qui s'échappaient de la chambre de Robert, filtrant sous la porte massive, prenaient parfois des tonalités troublantes, ambiguës, qui lui donnaient la chair de poule et la faisaient se signer frénétiquement. Et puis, il y avait Jeanne elle-même, cette femme qu'elle avait vue vieillir dans l'amertume, la frustration et la solitude la plus noire, semblait soudainement habitée par une énergie nouvelle, presque fébrile, presque maniaque. Ses yeux brillaient d'un éclat étrange, fiévreux. Ses joues creusées prenaient parfois une coloration rosée inhabituelle. Elle marchait différemment, avec une sorte d'animation nerveuse. « Madame paraît bien animée ces derniers temps », osa timidement Margot un matin, alors qu'elle servait le petit déjeuner à Jeanne dans la salle à manger glaciale où le gel matinal dessinait des arabesques sur les vitres fêlées. Jeanne leva brusquement vers elle un regard perçant, presque hostile. « Occupez-vous de vos affaires, Margot, et cessez définitivement d'écouter aux portes comme une commère de bas étage. Mais madame, je n'écoute pas. Je vous le jure sur la Sainte Vierge. C'est juste que monsieur Robert crie tant la nuit, hurle comme un damné. Les bruits portent dans toute la maison. Ne devrait-on pas peut-être augmenter sa dose de... » J'ai dit, « Occupez-vous de vos affaires. » La voix claqua comme un fouet. Le ton était sans réplique, glacial, définitif. Margot se retira précipitamment, les épaules voûtées, murmurant des prières tremblantes, entre ses lèvres édentées, se demandant si elle ne devrait pas parler au curé du village de ce qui se passait dans cette maison maudite. La vérité, la terrible vérité que Margot ne pouvait même pas imaginer dans ses pires cauchemars, était que Jeanne menait une entreprise aussi froide que méthodique, aussi calculée qu'abominable. Chaque nuit, après avoir administré à Robert une dose d'opium soigneusement calculée pour l'abrutir sans l'endormir complètement, pour le maintenir dans cet état intermédiaire entre veille et sommeil où la volonté s'efface et la résistance devient impossible, elle venait à lui dans l'obscurité complice de la chambre. Elle avait découvert rapidement que, dans son état second, affaibli par les narcotiques puissants et la douleur chronique qui ne le quittait jamais, son frère était malléable, presque docile, comme une pâte molle qu'on peut façonner à volonté. Les premières fois, Robert avait protesté faiblement, confusément, appelant leur mère morte d'une voix plaintive d'enfant abandonné, marmonnant des incohérences effrayées sur des démons qui le visitaient dans son sommeil agité, sur des succubes qui venaient de le tourmenter. Mais Jeanne persévérait avec une patience infinie, une détermination de fer. Elle murmurait à son oreille des mots doucereux mêlés de menaces subtiles, manipulant habilement sa confusion mentale, exploitant sans scrupule sa vulnérabilité absolue. C'est pour la famille, Robert, pour notre lignée sacrée, pour le nom de nos ancêtres qui nous regardent depuis le paradis. Tu ne veux pas que le nom des Salomon s'éteigne honteusement, n'est-ce pas?
Tu ne veux pas que 7 siècles d'histoire disparaissent comme si nous n'avions jamais existé? Tu es le dernier homme de notre sang, le dernier porteur de la semence familiale. C'est ton devoir sacré de perpétuer notre lignée. Dans son état de semi-conscience opiacé, Robert ne comprenait qu'à moitié, peut-être même qu'à un quart, ce qui lui arrivait réellement. Les frontières entre le rêve et la réalité s'estompaient, se brouillaient complètement. Parfois, dans son délire, il prenait Jeanne pour leur mère Marie-Thérèse, la confondant avec des souvenirs d'enfance déformés. D'autres fois, pour une femme de son passé lointain, une liaison oubliée de sa jeunesse dorée, une servante qu'il avait courtisée, une paysanne qu'il avait séduite lors d'une fête villageoise. La réalité cauchemardesque se mélangeait inextricablement au délire fiévreux, les sensations se confondaient, les identités s'échangeaient comme des masques dans un bal macabre. Le corps de Jeanne, desséché par 62 années d'abstinence forcée et frustrante, répondait néanmoins à cette proximité interdite et monstrueuse avec une vigueur surprenante, presque choquante. Elle qui n'avait jamais connu l'homme, qui avait passé toute son existence misérable dans une chasteté aussi forcée qu'amère, découvrait tardivement, à un âge où la plupart des femmes étaient déjà grand-mères, les sensations charnelles qu'elle avait si longtemps refoulées, niées, combattues. Mais ce n'était pas le plaisir qui la motivait principalement. Non, ce n'était pas une quête hédoniste ou une libération sexuelle. C'était l'obsession froide comme la glace et dure comme l'acier, calculatrice et implacable, d'arracher à la nature récalcitrante un miracle que la science et la médecine jugeraient absolument impossible. Elle voulait concevoir. Elle voulait un enfant. Elle voulait un héritier Salomon à tout prix, quel qu'en soit le coût moral ou physique. Un soir glacial de novembre, alors que le vent violent du Mistral hurlait comme un loup enragé dans les cheminées et faisait claquer les volets disjoints avec des bruits de coups de fusil, le docteur Morel fit une visite impromptue et malvenue. Une tempête particulièrement violente l'avait surpris sur la route poussiéreuse du retour de Tarascon, où il avait soigné un hobereau souffrant de la goutte, et il avait désespérément cherché refuge au manoir Salomon, n'ayant aucune autre option dans cette campagne déserte. Margot l'accueillit avec un soulagement palpable, presque excessif. La présence d'un étranger, même d'un personnage aussi désagréable et suffisant que le docteur Morel, rompait miraculeusement l'atmosphère oppressante, étouffante, qui pesait sur la demeure comme une chape de plomb. « Madame est dans la chambre de Monsieur Robert », dit-elle précipitamment en prenant le manteau trempé du médecin, ses mains tremblant légèrement. Elle y passe absolument tout son temps maintenant, du matin au soir et du soir au matin. C'est à peine si elle sort pour manger un morceau. Morel fronça ses sourcils broussailleux, son visage rubicond, exprimant une perplexité croissante. Vraiment? C'est fort curieux, très inhabituel. L'état du patient nécessite-t-il réellement une surveillance aussi constante et rapprochée? Lors de ma dernière visite, j'avais jugé que son état était stable, certes pitoyable, mais stable. Je ne sais pas, docteur. Je ne suis qu'une pauvre servante ignorante, répondit Margot en baissant la voix jusqu'au murmure, jetant des regards nerveux vers l'escalier. Mais il y a des choses étranges qui se passent dans cette maison. Des bruits bizarres, incompréhensible, la nuit, des gémissements qui ne ressemblent pas à de la douleur, si vous voyez ce que je veux dire. Avant que le docteur Morel ne puisse répondre ou demander des éclaircissements sur ces insinuations troublantes, Jeanne apparut soudainement en haut de l'escalier, semblant surgir de nulle part. Ses cheveux blancs étaient complètement défaits, tombant en désordre sur ses épaules, ce qui était absolument inhabituel pour cette femme si stricte et si attachée aux convenances. Son visage luisait anormalement de sueur malgré le froid mordant qui régnait dans la maison. Son corsage noir était mal boutonné, révélant plus de peau flétrie qu'il n'était décent. « Docteur Morel, quelle surprise inattendue! Que nous vaut l'honneur de votre visite impromptue? La tempête, madame !» répondit-il en s'inclinant brièvement, son regard scrutateur notant tous ces détails anormaux. « Je me suis permis de solliciter votre hospitalité pour la nuit. J'espère ne pas vous déranger outre mesure. »« Bien entendu, docteur.
Vous êtes le bienvenu. Margot, préparez immédiatement la chambre d'hôte pour notre visiteur. Durant le dîner frugal et silencieux, servi dans la salle à manger lugubre, éclairée par 2 chandelles vacillantes, le docteur Morel observait Jeanne, avec une curiosité croissante qui virait à l'inquiétude. Il y avait indubitablement quelque chose de changé en elle, de fondamentalement différent. Une fébrilité inhabituelle, une animation nerveuse, des traits qui contrastaient violemment avec l'austérité habituelle et la rigidité caractéristique de la vieille fille. « Comment se porte votre frère ces derniers temps ?» demanda-t-il prudemment, en picorant sans appétit dans son assiette de légumes bouillis, tristement présentés. « Mieux, je crois. Beaucoup mieux qu'avant. Votre traitement fait des merveilles, docteur. Je vous en suis infiniment reconnaissante. »« Ah ? C'est fort étonnant, vraiment surprenant. La dernière fois que je l'ai examiné, j'avais jugé son état complètement désespéré et son déclin irréversible. Les voies de la Providence sont impénétrables et mystérieuses, docteur. » Morel hocha la tête lentement, profondément dubitatif, peu convaincu. Après le repas expédié rapidement, il demanda poliment mais fermement à examiner Robert personnellement. Jeanne ne put refuser cette requête légitime sans éveiller des soupçons encore plus grands. Dans la chambre nauséabonde, empestant l'urine et la sueur rance, Morel ausculta le patient avec une minutie professionnelle accrue. Robert était dans un état de stupeur profonde, presque catatonique. Ses yeux morts, ses orbites vides étaient révulsés vers le haut. Sa bouche béante laissait pendre une langue épaisse et blanchâtre. Son corps émacié et décharné portait des marques suspectes, troublantes, des ecchymoses fraîches sur les bras squelettiques et le torse creusé, des griffures sur les épaules osseuses. « Comment a-t-il eu précisément ces bleus et ces marques ?» interrogea Morel d'un ton qui se voulait neutre, mais trahissait un malaise grandissant. Il se débat violemment pendant ses crises les plus graves. Il faut le maintenir fermement, le contenir physiquement, pour qu'il ne se blesse pas lui-même, ou ne me blesse pas. Vous comprenez, j'imagine ? Le médecin ne dit rien, mais son regard éloquent parlait abondamment pour lui. Il quitta la chambre avec un malaise grandissant, une nausée qui lui serrait la gorge. Cette nuit-là, incapable de trouver le sommeil dans la chambre d'hôte glaciale, humide et poussiéreuse, qui n'avait manifestement pas été utilisée depuis des années, le docteur Morel descendit discrètement à la cuisine pour se préparer une tisane chaude qui pourrait l'aider à dormir. C'est alors qu'il entendit distinctement des gémissements étranges provenant des étages supérieurs, des sons étouffés, rythmiques, profondément dérangeants qui ne ressemblaient en rien aux plaintes habituelles d'un malade souffrant. Poussé par une curiosité morbide qu'il aurait mieux fait de refréner, il monta lentement l'escalier grinçant en tâchant désespérément de ne pas faire craquer les marches vermoulues. Dans le couloir plongé dans une obscurité presque totale, une lueur faible et tremblotante filtrait sous la porte massive de la chambre de Robert. Les gémissements étaient beaucoup plus audibles maintenant, mêlés distinctement à une voix de femme qui murmurait des mots indistincts, des encouragements incompréhensibles. Le cœur battant à tout rompre dans sa poitrine, Morel s'approcha de la porte sur la pointe des pieds, retenant sa respiration. Par le large trou de la serrure rouillée, il aperçut une scène qui le figea littéralement d'horreur absolue, une vision qu'il n'oublierait jamais jusqu'à son dernier souffle. À la lueur tremblante et dansante d'une unique chandelle posée sur la table de chevet, il distinguait avec une netteté cauchemardesque Jeanne, entièrement nue, dévoilant un corps flétri et ridé qu'aucun homme n'avait jamais vu. Sa peau flétrie pendait en replis disgracieux sur ses os saillants, ses seins desséchés tombaient lamentablement comme des outres vides. Elle chevauchait activement le corps décharné et passif de son frère, se mouvant avec des gestes saccadés, presque mécaniques, dépourvus de toute sensualité. Robert, les yeux révulsés vers le plafond, la bouche ouverte en un O silencieux, laissait échapper des plaintes incompréhensibles, à mi-chemin entre la douleur et un plaisir narcotique. Ses mains squelettiques pendaient mollement le long de son corps, inertes. Le docteur Morel recula précipitamment, la nausée montant irrésistiblement dans sa gorge, menaçant de le faire vomir sur place.
Il regagna sa chambre en trébuchant dans l'obscurité, ferma brutalement la porte et s'y adossa, le souffle coupé, le cœur cognant violemment contre ses côtes. Ce qu'il venait de voir dépassait l'entendement humain, transcendait l'horreur imaginable. Un inceste, et pas n'importe lequel. Entre une vieille fille desséchée de 62 ans et son frère infirme, aveugle, à moitié fou, manifestement sous l'emprise de narcotiques. Il passa le reste de la nuit interminable sans dormir une seconde, les yeux grands ouverts, fixant le plafond moisi, débattant fiévreusement de ce qu'il devait faire, de ce qu'il pouvait faire. Dénoncer Jeanne immédiatement aux autorités civiles ou ecclésiastiques, mais qui le croirait sur parole? Et puis, il y avait la question épineuse de sa propre réputation professionnelle. S'il ébruitait publiquement cette affaire sordide et scandaleuse, il serait inévitablement associé au scandale, éclaboussé par la boue. Les gens jasent, les langues se délient. On dirait peut-être qu'il était complice, qu'il avait fermé les yeux moyennant finance. Non, mieux valait s'en aller dès l'aube et ne jamais, au grand jamais, revenir dans cette maison maudite, dans ce nid de péché et d'abomination. C'est exactement ce qu'il fit. Au tout premier rayon du soleil levant perçant à travers les nuages déchiquetés, il sellait précipitamment son cheval et fuyait le manoir Salomon au galop, sans un mot d'adieu, sans même attendre le petit déjeuner. Margot le regarda partir depuis la fenêtre embuée de la cuisine, les sourcils froncés, se demandant ce qui avait bien pu effrayer ainsi cet homme habituellement si arrogant et sûr de lui. Les semaines s'égrenèrent, lentement, inexorablement. L'hiver s'installait progressivement sur la Provence, couvrant les collines désolées d'un manteau de givre scintillant. Au manoir délabré, Jeanne poursuivait son œuvre monstrueuse avec une détermination inflexible, une obstination qui frisait la folie pure. Elle tenait méticuleusement un journal intime caché sous une lame de plancher descellée de sa chambre, où elle consignait, avec une précision maniaque, chaque rencontre nocturne avec Robert. Elle notait scrupuleusement les dates exactes, les phases de la lune, car elle avait lu quelque part que la lune influençait la fertilité, les conditions climatiques, la température de la chambre, la dose d'opium administrée, la durée des actes, espérant désespérément déceler un signe, une indication providentielle que son projet monstrueux portait ses fruits. Robert, lui, sombrait de plus en plus profondément dans un abîme de folie dont il ne remonterait jamais. Les doses croissantes d'opium nécessaires pour le maintenir dans cet état de docilité abrutie érodaient méthodiquement les derniers vestiges fragiles de sa raison déjà chancelante. Il ne reconnaissait plus personne, pas même Jeanne qu'il voyait plusieurs fois par jour. Il passait ses journées interminables recroquevillé en position fétale dans son lit souillé et puant, marmonnant des litanies incompréhensibles dans des langues inventées, se griffant sauvagement le visage jusqu'au sang, arrachant ses propres cheveux par poignées entières. Un matin glacial de décembre, alors que la neige commençait à tomber doucement sur les collines provençales, événement rare dans cette région, la vieille Margot découvrit Robert pendu à la poutre maîtresse de sa chambre, une corde de chanvre grossièrement nouée autour de son cou violacé. Dans un ultime sursaut de volonté, dans un dernier moment de lucidité désespérée, il s'était traîné péniblement jusqu'à la fenêtre dans un effort surhumain qui avait dû lui coûter des souffrances atroces, avait arraché le lourd cordon des rideaux de velours et s'était jeté courageusement dans le vide libérateur. Son corps se balançait doucement au gré des courants d'air glacés. La langue violacée et gonflée sortant obscènement de sa bouche, les orbites vides fixant l'éternité avec ce qui ressemblait presque à un soulagement. Margot hurla à plein poumon, un cri perçant qui résonna dans toute la maison vide. Jeanne accourut immédiatement et contempla longuement le cadavre de son frère avec une expression parfaitement indéchiffrable, troublante. Ce n'était ni du chagrin apparent, ni de la surprise véritable. Plutôt une froide irritation contrariée, comme si Robert venait de commettre une impolitesse sociale mineure. « Coupez-le immédiatement », ordonna-t-elle simplement d'une voix plate, dénuée d'émotion. Margot, tremblante de tous ses membres, les larmes ruisselant sur ses joues ridées, obéit en sanglotant.
Elle grimpa sur une chaise branlante et coupa maladroitement la corde avec un couteau de cuisine. Le corps de Robert s'effondra lourdement sur le plancher vermoulu avec un bruit sourd et horrible. Jeanne s'agenouilla calmement près de lui, posa une main presque tendre sur son front glacé et déjà rigide. « Imbécile !» murmura-t-elle sans vraie colère. « Pauvre imbécile, tu as tout gâché, tout ruiné avec ton égoïsme. » Mais alors qu'elle se relevait lentement, s'appuyant sur le bord du lit, une sensation étrange, totalement inattendue, la traversa violemment. Un vertige soudain, une nausée puissante qui lui souleva l'estomac. Elle porta instinctivement une main tremblante à son ventre plat, ses yeux s'écarquillant progressivement d'incrédulité. Non, ce n'était absolument pas possible. C'était médicalement, scientifiquement impossible. Et pourtant, l'enterrement de Robert de Salomon fut une affaire discrète, hâtive et sinistre. Le curé de Saint-Rémy, le père Augustin, un vieillard édenté et tremblant d'au moins 80 ans, aux mains agitées par un tremblement sénile permanent, expédia rapidement les prières d'usage d'une voix chevrotante dans le petit cimetière familial, adjacent au manoir. Le vent glacial faisait claquer sa soutane élimée. Seules Jeanne et Margot étaient présentes pour accompagner le défunt vers sa dernière demeure. Pas un villageois n'était venu, pas même par curiosité morbide. Le fossoyeur, un paysan bourru et taciturne nommé Luc, qui empestait le vin aigre, jeta la terre gelée sur le cercueil de bois blanc bon marché avec des gestes mécaniques et pressés, visiblement désireux de quitter au plus vite cet endroit sinistre qui lui donnait la chair de poule. Après la cérémonie expédiée en moins de 20 minutes, le père Augustin prit Jeanne à part, posant sur son bras une main tremblante et osseuse. « Votre frère était profondément tourmenté, ma fille. Que le Seigneur miséricordieux ait pitié de son âme torturée et l'accueille, malgré tout, dans son royaume éternel. Merci, mon père. Vos prières me sont d'un grand réconfort. Vous voilà bien seul maintenant, complètement seul, dans cette grande maison. Avez-vous sérieusement pensé à votre avenir? Cette demeure est beaucoup trop grande, beaucoup trop isolée pour une femme seule. Vous devriez peut-être envisager de... Je me débrouillerai très bien, mon père. Ne vous inquiétez pas pour moi. » Le prêtre hocha doucement la tête, manifestement peu convaincu, et s'en alla en traînant les pieds sur le chemin boueux et gelé. Dans les jours qui suivirent, Jeanne s'enferma complètement dans ses appartements, refusant de voir quiconque, même Margot. Les nausées matinales s'intensifiaient jour après jour, devenant presque insupportables. Elle avait des étourdissements fréquents qui la forçaient à s'allonger, des bouffées de chaleur inexplicables en plein hiver. Son ventre, si désespérément plat auparavant, commençait à s'arrondir imperceptiblement mais indubitablement. C'était absolument impossible selon toutes les lois de la nature et de la médecine. À 62 ans, aucune femme normalement constituée ne pouvait concevoir. Ses menstrues avaient cessé depuis plus de 10 longues années. La ménopause était passée depuis une éternité. Et pourtant, incroyablement, tous les signes caractéristiques étaient bel et bien là, indubitables. Elle qui avait assisté plusieurs femmes du village lors de leurs couches difficiles, qui avaient aidé des accouchements, reconnaissait parfaitement ces symptômes révélateurs. Une peur panique, presque animale, s'empara progressivement d'elle. Si c'était réellement vrai, si elle était authentiquement enceinte, contre toute probabilité médicale, comment pourrait-elle jamais l'expliquer au monde? Comment justifier rationnellement cette grossesse miraculeuse aux yeux de la société? On la prendrait inévitablement pour une sorcière ayant fait un pacte avec le diable, pour une créature démoniaque, pour une abomination vivante. Elle demeura prostrée pendant des semaines interminables, refusant obstinément de voir quiconque, même la fidèle Margot qu'elle chassait brutalement. Elle ne se nourrissait plus que de maigres bouillons clairs et de pain rassis trempé, perdant rapidement du poids partout, sauf au niveau du ventre qui continuait inexorablement, obstinément, à gonfler comme une baudruche grotesque. Au début du mois de février glacial, elle ne put absolument plus ignorer l'évidence criante. Son ventre avait pris des proportions indéniables, impossibles à dissimuler même sous les robes les plus amples. Sous ses vêtements superposés, la protubérance était clairement visible. Elle sentait distinctement des mouvements à l'intérieur,
comme des battements d'ailes minuscules, des coups discrets mais insistants contre la paroi distendue de son utérus réveillé. Une nuit, prise d'une illumination fiévreuse qui lui brûlait le cerveau, elle se rendit en titubant à la bibliothèque poussiéreuse et abandonnée du manoir. Parmi les rares ouvrages précieux que son père prodigue n'avait miraculeusement pas vendus avant sa mort, elle dénichait avec difficulté un traité de médecine, ancien et jauni, daté de 1687, poussiéreux et moisi, des prodiges et merveilles de la nature humaine, par le célèbre docteur Ambroise Paré. Elle parcourut fébrilement les pages jaunies et craquantes à la lueur tremblotante d'une chandelle, ses yeux fatigués déchiffrant difficilement l'ancienne écriture gothique. Un passage précis retint fortement son attention fébrile. Elle le relut 3 fois pour être certaine de bien comprendre. Il advient parfois, bien que fort rarement, que des femmes réputées stériles ou d'âge fort avancé conçoivent contre toute attente raisonnable, par suite de circonstances exceptionnelles ou de déséquilibres humoraux particuliers. Ces grossesses tardives et miraculeuses sont souvent accompagnées de complications graves et donnent fréquemment naissance à des créatures chétives, difformes ou mal formées. Jeanne referma brutalement le livre avec un claquement sec qui résonna dans la bibliothèque silencieuse. Ainsi, ce n'était donc pas complètement impossible selon les anciens. Des précédents existaient bel et bien dans l'histoire médicale. Des femmes de son âge avaient effectivement conçu par le passé. C'était extrêmement rare, extraordinaire même, presque miraculeux, mais pas absolument impossible, pas complètement surnaturel. Une idée audacieuse germa progressivement dans son esprit calculateur. Si elle présentait habilement cette grossesse incroyable comme un miracle de la nature, un cas médical absolument exceptionnel digne d'études scientifiques, peut-être pourrait-elle échapper au scandale dévastateur, éviter les accusations d'inceste et de sorcellerie. Elle contacterait les plus grands médecins de Marseille, les savants réputés de Montpellier, les philosophes parisiens. Elle ferait de son cas une curiosité scientifique fascinante plutôt qu'une abomination morale condamnable. Ragaillardie et revigorée par ce plan ingénieux, Jeanne sortit enfin de sa torpeur dépressive. Elle fit venir Margot dans son boudoir et lui annonça frontalement sa grossesse stupéfiante. La vieille servante resta littéralement bouche bée pendant de longues secondes, les yeux écarquillés d'incrédulité. « Madame, c'est absolument impossible. Vous avez 62 ans. Les femmes de votre âge ne... » « Je connais parfaitement mon âge, Margot. Je n'ai pas besoin qu'on me le rappelle constamment. Et pourtant, malgré tout, c'est la pure vérité. Regardez par vous-même. » Elle souleva sa robe sombre, révélant son ventre manifestement distendu. Margot recula instinctivement horrifiée, se signant frénétiquement. « C'est l'œuvre du démon, du diable en personne. Madame, il faut immédiatement appeler le père Augustin, faire bénir et exorciser la maison. » « Calmez-vous immédiatement, idiote superstitieuse. Ce n'est absolument pas l'œuvre du démon, mais de la nature dans toute sa mystérieuse complexité. Un prodige médical rarissime. Vous garderez strictement le secret, c'est bien compris? Si vous en parlez à quiconque, si un seul mot filtre au village, je vous chasse immédiatement, sans un sou et sans recommandation. » Margot, terrorisée par cette menace qui signifierait sa mort certaine, car elle était trop vieille pour retrouver un emploi, acquiesça en tremblant de tous ses membres. Jeanne rédigea alors soigneusement une longue lettre détaillée au professeur Étienne de Lancry, médecin extrêmement réputé de la prestigieuse faculté de Montpellier, spécialisé dans les cas extraordinaires et inexpliqués de grossesse. Elle lui exposait cliniquement son cas en termes médicaux précis, sollicitant humblement son expertise savante et sa visite. La réponse arriva 3 longues semaines plus tard. Le professeur de Lancry se déclarait fort intrigué, profondément fasciné, et proposait de se rendre personnellement au manoir Salomon pour examiner de ses propres mains cette grossesse miraculeuse qui défiait toutes les lois connues. Il arriva un matin brumeux d'avril, accompagné de son jeune assistant, un médecin fraîchement diplômé nommé Guillaume Perrin, aux yeux brillants de curiosité scientifique. De Lancry était un homme sec et austère d'une 60aine d'années bien sonné, aux cheveux blancs comme neige, tirés en catogan strict.
Ses yeux perçants, d'un bleu glacial, trahissaient une intelligence aiguë, méthodique, et un profond scepticisme scientifique forgé par 40 ans de pratique médicale. Jeanne les reçut dans le salon délabré, vêtue d'une robe ample de couleur sombre qui masquait mal son ventre désormais proéminent et impossible à ignorer. « Madame de Salomon !» dit de Lancry en s'inclinant brièvement, froidement. « Je ne vous cacherai pas ma profonde perplexité, voire mon incrédulité devant votre cas tout à fait extraordinaire. Une grossesse à votre âge avancé défie absolument tout ce que nous savons de la physiologie féminine basée sur des siècles d'observation. C'est pourtant la pure réalité, professeur. Je porte bel et bien un enfant en mon sein. Nous allons le vérifier méthodiquement avec rigueur scientifique. Où puis-je vous examiner en toute intimité ? L'examen se déroula dans la chambre de Jeanne, désormais libérée de l'odeur pestilentielle de Robert. Le professeur de Lancry palpa longuement et minutieusement son ventre avec des gestes précis de chirurgien, l'ausculta attentivement, mesura son tour de taille avec un mètre de couturière. Son assistant prenait des notes méticuleuses dans un carnet relié de cuir. « Votre ventre est effectivement très distendu », constata cliniquement de Lancry sans émotion. Mais cela pourrait être dû à une tumeur abdominale, à une hydropisie du ventre, à une accumulation pathologique de gaz intestinaux. Je sens distinctement l'enfant bouger à l'intérieur, insista fermement Jeanne. Les sensations subjectives peuvent être profondément trompeuses, madame. Le corps humain nous joue parfois des tours. Néanmoins, il sortit avec précaution un instrument bizarre de sa sacoche de cuir, une sorte de cornet en bois finement ouvragé. C'est un stéthoscope obstétrical, un outil récemment inventé par le brillant docteur François Isaac de notre faculté. Permettez-moi de l'appliquer délicatement sur votre abdomen. Il plaça l'instrument contre le ventre tendu de Jeanne et écouta intensément, silencieusement, pendant ce qui sembla une éternité. Son visage demeura parfaitement impassible, impénétrable pendant de très longues minutes, puis finalement, il se redressa lentement, visiblement profondément troublé, déstabilisé. Il y a quelque chose, des battements distincts, faibles certes, mais réguliers et rythmés. Cela pourrait être, mais non, c'est scientifiquement impossible. Qu'est-ce qui est impossible, professeur ? Demanda Jeanne, le cœur battant follement à tout rompre dans sa poitrine étroite. De Lancry la regarda très longuement, intensément, comme s'il cherchait à percer son âme. « Madame, si je me fie uniquement à mes instruments et à mon expérience de 40 ans, vous êtes effectivement bel et bien enceinte, ce qui, à votre âge canonique, constitue un phénomène médical absolument sans précédent dans toute l'histoire connue de la science médicale. » Un sourire de triomphe pur étira lentement les lèvres desséchées de Jeanne. Si cette histoire macabre vous a donné des frissons, partagez-la avec un ami qui aime les contes d'horreur. Mais le professeur leva immédiatement une main pour tempérer sévèrement son enthousiasme prématuré. Toutefois, des questions fondamentales demeurent sans réponse. Comment précisément cette grossesse est-elle advenue? Vous prétendez être veuve, m'avez-vous écrit dans votre lettre? Jeanne hésita imperceptiblement un instant, puis mentit avec assurance. En effet, professeur, mon époux est malheureusement décédé il y a de très nombreuses années. Alors, comment diable, pardonnez mon franc-parler, mais c'est scientifiquement incompréhensible. C'est un mystère profond, professeur, un mystère insondable de la nature que seul Dieu peut expliquer. De Lancry échangea un regard éloquent avec son jeune assistant. Quelque chose ne collait manifestement pas dans cette histoire rocambolesque, mais il ne pouvait, scientifiquement, le prouver sans investigation plus poussée. Très bien, je vais rédiger un rapport détaillé sur votre cas exceptionnel et le soumettre rapidement à l'Académie royale de médecine de Paris. Cela pourrait potentiellement révolutionner notre compréhension fondamentale de la fertilité féminine et repousser les limites de ce que nous croyons possible. Après le départ des médecins fascinés, Jeanne se félicita intérieurement de son habileté et de sa ruse. Le mensonge, soigneusement construit sur son statut de veuve imaginaire, passerait facilement. Personne au village ignorant ne connaissait les détails intimes de sa vie privée misérable.
Elle pouvait aisément prétendre avoir été mariée très brièvement dans sa lointaine jeunesse, son époux fictif étant mort tragiquement à la guerre ou de maladie. Qui prendrait la peine de vérifier minutieusement? Mais le répit fut terriblement de courte durée. 3 jours seulement plus tard, 2 visiteurs particulièrement inattendus et menaçants se présentèrent au manoir. Le docteur Morel, l'air profondément mal à l'aise, et le père Augustin, le visage sévère du justicier. Morel transpirait abondamment malgré la fraîcheur printanière. Le prêtre affichait une expression de condamnation morale absolue. « Madame de Salomon !» commença brutalement le père Augustin sans préambule ni politesse. « Des rumeurs extrêmement déplaisantes circulent au village, des rumeurs fort graves et scandaleuses. » « Quelles rumeurs précisément, mon père ? » ?»« On dit que vous seriez dans un état intéressant, enceinte, à votre âge canonique, sans mari. Vous comprenez parfaitement que cela soulève des questions morales très graves. » Jeanne sentit la colère familière monter dangereusement en elle. « Ce n'est absolument pas une rumeur, c'est un fait médical avéré. J'attends effectivement un enfant, un miracle authentique de la nature que les plus grands médecins de France étudient actuellement avec fascination. »« Un miracle !» s'exclama le prêtre scandalisé. « Ou une abomination diabolique ? Comment osez-vous m'insulter ainsi ?» Le docteur Morel intervint alors, la voix tremblante de nervosité. « Madame, je dois vous révéler la vérité qui me pèse terriblement. Cette nuit où la tempête m'a contrainte à dormir ici contre mon gré, j'ai vu quelque chose d'absolument horrible et contre nature. » Le sang de Jeanne se glaça instantanément dans ses veines. « De quoi parlez-vous exactement ? Je vous ai vu, avec votre frère Robert, dans des circonstances profondément contre nature, des circonstances abominables. » Un silence de mort absolu s'abattit sur la pièce. On aurait pu entendre une mouche voler. Jeanne devint livide, blanche comme un linge. « Vous mentez effrontément, vous êtes complètement fou, dérangé. »« Je ne mens absolument pas, madame. Et malheureusement, je ne suis pas le seul à avoir des soupçons terribles. Votre servante, Margot, a finalement parlé sous la pression du confessionnal. Elle a raconté vos visites nocturnes répétées dans la chambre de Robert, ses cris étranges, vos absences prolongées. » Jeanne se tourna furieusement vers la porte de la cuisine où Margot se cachait pathétiquement. « Margot, Margot, viens ici immédiatement, traîtresse !» La vieille servante apparut lentement, complètement en larmes, se tordant les mains. « Pardonnez-moi infiniment, madame, mais je ne pouvais absolument plus garder ce terrible secret sur ma conscience. C'est un péché mortel gravissime, ce que vous avez fait. Un péché contre nature et contre Dieu, un péché qui appelle la damnation éternelle. » Jeanne vacilla dangereusement, s'accrochant désespérément au dossier d'une chaise pour ne pas s'effondrer sur le sol. « C'est absolument faux. Ce sont des calomnies ignobles, des mensonges éhontés. » Le père Augustin s'avança menaçant, le visage dur comme la pierre. L'inceste est l'un des crimes les plus graves et impardonnables aux yeux de Dieu tout-puissant et des hommes. Si ces accusations terribles sont fondées, vous serez jugés sévèrement, vous et cette créature maudite que vous portez dans votre ventre. Ma grossesse est parfaitement légitime. Les médecins les plus réputés de Montpellier l'ont formellement confirmé. Les médecins peuvent constater médicalement une grossesse, madame. Pas sa source immorale, répliqua sèchement Morel. Si cet enfant est réellement le fruit maudit d'un inceste avec votre propre frère, alors c'est inévitablement un monstre qui naîtra. La science et la morale se rejoignent pour condamner unanimement une telle aberration. Jeanne sentit le piège mortel se refermer inexorablement sur elle. Dans un éclair de lucidité désespérée, elle comprit avec horreur qu'elle avait gravement sous-estimé le pouvoir dévastateur des rumeurs, la force implacable des préjugés, l'horreur viscérale qu'inspirait l'inceste, même dans le siècle des Lumières qui se prétendait rationnel et éclairé. Les semaines qui suivirent cette confrontation terrible furent un cauchemar éveillé, un enfer vivant pour Jeanne de Salomon.
La nouvelle de sa grossesse incestueuse présumée se répandit dans toute la région provençale comme une traînée de poudre, alimentant les conversations dans les auberges, les marchés, les églises. Les paysans de Saint-Rémy, qui l'avaient toujours traité avec une méfiance teintée de respect craintif, se transformèrent rapidement en une foule hostile et menaçante. Des pierres furent jetées avec violence contre les fenêtres du manoir, brisant les derniers carreaux intacts. Des inscriptions injurieuses et menaçantes apparurent pendant la nuit sur les murs décrépits. Sorcières, goules, mangeuses de chair, putain du diable. Un soir particulièrement tendu, une délégation menaçante de villageois en colère menée par le maire, un obro vaniteux nommé Jacques Ferrand, tenta violemment d'enfoncer les lourdes portes du manoir pour traîner Jeanne dehors et la livrer à la justice populaire, peut-être même à un lynchage pur et simple. Jeanne, barricadée à l'intérieur avec Margot absolument terrorisée, tira un coup de mousquet par la fenêtre du premier étage. La détonation assourdissante et le nuage de fumée âcre dispersèrent temporairement les assaillants hurlants, mais elle savait pertinemment que ce n'était qu'un répit très temporaire, que la foule reviendrait plus nombreuse et plus déterminée. Le lendemain matin à l'aube, des représentants officiels du Parlement de Provence arrivèrent au manoir, escortés d'une dizaine de gardes armés en uniforme. À leur tête se trouvait le juge Pierre de Valcourt, un homme austère et inflexible au visage profondément émacié, réputé dans toute la région pour son inflexibilité morale et son absence totale de pitié. « Madame de Salomon », déclara-t-il d'une voix glaciale et autoritaire, « vous êtes formellement accusée d'inceste aggravé et répété avec votre frère défunt, Robert de Salomon. Vous devez comparaître immédiatement devant le tribunal du Parlement de Provence pour y répondre de ces accusations gravissimes. »« Sur quelles preuves concrètes ?» répliqua Jeanne, avec une audace née du désespoir. « Le témoignage formel du docteur Morel, celui de votre servante Margot sous serment, et l'évidence même de votre grossesse à un âge où la conception est médicalement quasi impossible sans circonstances extraordinaires et suspectes. Les médecins les plus éminents de Montpellier ont pourtant attesté que cette grossesse était un phénomène naturel exceptionnel, un prodige médical. Les médecins de Montpellier n'étaient manifestement pas présents pour constater les conditions précises de cette conception suspecte. Venez, madame, résister ne ferait qu'aggraver considérablement votre cas déjà fort compromis. » Jeanne fut donc emmenée de force, en pleine grossesse avancée, jusqu'à Aix-en-Provence, où devait se tenir son procès retentissant. Elle fut enfermée dans une cellule humide et glacée du palais de justice, un cachot sombre réservé habituellement aux criminels les plus vils et dangereux. Le procès débuta solennellement au mois de mai 1763. La salle d'audience était absolument bondée, étouffante. Le tout-ex était venu assister à ce qu'on appelait déjà partout le procès du siècle. Des philosophes curieux, des médecins fascinés, des ecclésiastiques scandalisés, des nobles oisifs en quête de divertissement, tous se pressaient pour voir de leurs propres yeux la femme qui avait commis l'impensable. Jeanne comparut devant ses juges, le ventre désormais énorme, sous sa robe de prisonnière élimée. Son visage était profondément creusé par les privations carcérales. Ses cheveux blancs pendaient en mèches sales et emmêlées, mais ses yeux brillaient toujours d'une détermination farouche, presque folle. Le procureur, maître Antoine Roussel, un avocat obèse, au verbe haut et au visage rougeau, ouvrit les débats avec emphase. « Messieurs les juges, nous sommes ici solennellement réunis pour juger un crime qui révolte profondément la nature humaine et offense gravement Dieu Tout-Puissant. Jeanne de Salomon a consciemment et méthodiquement abusé de son frère infirme, un homme cruellement diminué par un accident qui l'avait rendu aveugle et à demi fou, pour concevoir égoïstement un enfant dans l'espoir délirant de perpétuer sa lignée maudite. C'est un acte de barbarie absolue qui nous ramène aux temps les plus sombres et primitifs de l'humanité. » Il fit défiler méthodiquement les témoins à charge. Le docteur Morel, tremblant visiblement et suant à grosses gouttes,
raconta laborieusement ce qu'il avait vu cette fameuse nuit de tempête, décrivant la scène obscène en détails gênants. Margot, effondrée en larmes, confirma les visites nocturnes répétées de Jeanne dans la chambre de Robert, les cris étranges, les gémissements suspects, puis vint le tour du professeur de Lancry. L'illustre médecin de Montpellier monta à la barre avec une réticence manifeste, visiblement mal à l'aise. « Professeur, » interrogea le procureur avec déférence, « vous avez personnellement examiné l'accusée. Confirmez-vous formellement qu'elle est bel et bien enceinte ?» « Oui, monsieur le procureur. Selon mes observations cliniques minutieuses, Madame de Salomon porte effectivement bel et bien un fœtus vivant. À son âge avancé, cela n'est-il pas extraordinaire, voire médicalement impossible ?» De Lancry hésita visiblement, choisissant ses mots avec soin. « C'est extrêmement rare, certes. Extraordinaire même. Mais pas absolument impossible selon la littérature médicale. Les annales recensent quelques cas exceptionnels de grossesse tardive. Quelques cas rarissimes sur des millions de femmes. N'est-il pas infiniment plus probable que cette grossesse suspecte résulte de circonstances particulières et immorales? Je ne peux scientifiquement spéculer sur les circonstances précises de la conception. Je ne peux que constater objectivement le fait médical de la grossesse. » Le procureur se tourna dramatiquement vers les juges. « Messieurs, l'accusée refuse obstinément de révéler l'identité du père. Elle prétend mensongèrement être veuve, mais aucun document officiel, aucun registre paroissial ne prouve l'existence de ce prétendu mari fantôme. La seule explication logique et rationnelle est que le père est son propre frère, qu'elle a contraint, drogué et abusé jusqu'à ce que la mort miséricordieuse le délivre enfin de son martyre. » Jeanne se leva brusquement, les chaînes cliquetant à ses poignets. « Ce sont des mensonges abominables. Mon frère était parfaitement consentant. » Un murmure d'horreur scandalisé parcourut l'assistance comme une onde. Le juge de Valcourt frappa violemment du maillet pour rétablir l'ordre. « Vous admettez donc les faits qui vous sont reprochés ?» Jeanne réalisa son erreur catastrophique trop tard. Elle voulut désespérément se rattraper. « Non, je veux simplement dire que si, hypothétiquement, j'avais eu des relations avec mon frère, ce qu'on m'accuse faussement, il aurait été parfaitement consentant. Mais ce n'est absolument pas le cas. Silence !» rugit le juge. « Votre propre bouche vous condamne sans appel. » L'avocat de Jeanne, maître Dubois, un très jeune homme inexpérimenté qui avait accepté cette défense désespérée et impopulaire par idéalisme juvénile, tenta courageusement une dernière manœuvre désespérée. « Messieurs les juges, même si les faits reprochés à ma cliente étaient avérés, comment peut-on moralement condamner une femme pour avoir simplement cherché à perpétuer sa lignée, un instinct que la nature elle-même nous a puissamment donné ? Ma cliente était seule, désespérée. Sa famille s'éteignait inexorablement. Dans son égarement compréhensible, elle a commis une faute, certes. Mais peut-on vraiment la blâmer pour avoir obéi à un appel primordial et naturel ? » Le procureur Roussel bondit théâtralement. « Un appel primordial ? C'est ainsi que vous qualifiez l'inceste ? Les lois sacrées de Dieu et des hommes interdisent formellement les unions consanguines, et ce, pour d'excellentes raisons biologiques ? Les enfants issus de telles unions maudites naissent souvent difformes, idiots, malades. La nature elle-même punit sévèrement ces aberrations. Soutenez notre chaîne en cliquant sur le bouton « Merci » en forme de cœur, afin que nous puissions continuer à vous proposer des histoires aussi sombres et captivantes que celle-ci. C'est alors qu'un nouvel intervenant inattendu pénétra dramatiquement dans la salle d'audience, provoquant un remous considérable dans l'assistance. C'était un homme distingué d'une quarantaine d'années, vêtu élégamment à la dernière mode parisienne, la perruque impeccablement poudrée, l'épée d'apparat au côté. Il s'inclina respectueusement devant les juges. « Messieurs, permettez-moi de me présenter. Je suis le comte Henri de Montbrison, philosophe et membre correspondant de l'Académie royale des sciences de Paris. J'ai suivi cette affaire extraordinaire avec le plus vif intérêt, et je sollicite respectueusement la permission de m'adresser à cette honorable cour. » Le juge de Valcourt fronça sévèrement les sourcils. « Cette requête est très irrégulière, monsieur le comte.
Quel est précisément votre intérêt personnel dans cette affaire sordide? L'intérêt de la raison et de la science, monsieur le juge, car voyez-vous, toute cette affaire repose sur une prémisse fondamentalement erronée. Un silence stupéfait accueillit ces paroles provocatrices. « Expliquez-vous clairement », ordonna le juge. Montbrisson s'avança majestueusement au centre de la salle. « On accuse Madame de Salomon d'avoir conçu un enfant avec son frère. Mais comment peut-on en être absolument certain ? Où sont les preuves matérielles irréfutables ? Le docteur Morel prétend avoir vu des actes charnels, mais dans l'obscurité complète, sous l'effet de la surprise et de la répulsion naturelle, peut-on réellement se fier à son témoignage ? La servante a entendu des bruits, des cris, mais là encore, peut-elle jurer avec certitude de leur nature exacte ? Mais la grossesse miraculeuse, commença le procureur déstabilisé. Ah, la fameuse grossesse! Voilà effectivement le nœud de toute l'affaire. Or, messieurs, j'ai personnellement mené ma propre enquête approfondie, et j'ai découvert quelque chose de fort intéressant. Il sortit cérémonieusement de sa redingote un parchemin jauni. Ceci est un registre paroissial authentique de la commune de Tarascon, datant de mars de cette année. Il atteste du passage temporaire d'un colporteur italien nommé Giacomo Bellini, qui a séjourné plusieurs jours dans la région pour vendre ses marchandises. Il se tourna théâtralement vers Jeanne. « Madame, ne serait-il pas vrai que ce Bellini a fait halte à votre manoir, que vous l'avez généreusement hébergé en échange de menus travaux ?» Jeanne, absolument stupéfaite, ne savait que répondre. Montbrison sourit avec satisfaction. « Ne craignez rien, madame. Je ne cherche pas à vous piéger davantage, mais au contraire à vous sauver. Voyez-vous, messieurs les juges, il est infiniment plus plausible qu'une femme désespérée de 60 ans ait eu une liaison scandaleuse mais humaine avec un homme de passage qu'elle ait commis un inceste monstrueux avec son frère infirme et dément. La première hypothèse, bien que moralement scandaleuse, n'est pas criminelle au sens strict. La seconde l'est absolument. Le procureur Roussel, visiblement décontenancé, protesta faiblement. Mais Madame de Salomon a elle-même laissé clairement entendre, elle a laissé entendre beaucoup de choses incohérentes sous la pression insupportable de vos questions insidieuses. Une femme affolée, enceinte, emprisonnée dans des conditions déplorables, peut dire absolument n'importe quoi. Où sont les preuves matérielles indiscutables? Où est le corps du délit? Le juge de Valcourt se pencha longuement vers ses assesseurs. Une délibération intense s'ensuivit pendant près d'1 heure. Finalement, il frappa solennellement du maillet. En l'absence de preuves formelles et absolument irréfutables, et compte tenu de l'intervention éclairée du comte de Montbrison, qui jette un doute raisonnable sur l'accusation principale, cette cour décide de suspendre provisoirement les poursuites criminelles à l'encontre de Jeanne de Salomon. Elle sera placée en résidence strictement surveillée dans un couvent jusqu'à l'accouchement. Ensuite, selon la nature précise de l'enfant qui naîtra, selon qu'il présente ou non des signes de consanguinité, de nouvelles investigations pourront être menées. Un tumulte considérable éclata dans la salle bondée. Certains spectateurs criaient à l'injustice scandaleuse, d'autres applaudissaient cette décision clémente. Jeanne, complètement abasourdie, fut emmenée par les gardes. Dans le carrosse fermé qui la conduisait vers le couvent des Ursulines d'Aix, elle se retrouva seule avec le comte de Montbrison, qui avait expressément demandé à l'accompagner. « Pourquoi avez-vous fait cela ?» murmura-t-elle, encore sous le choc. « Pourquoi m'avez-vous sauvé alors que vous ne me connaissez même pas ?» Montbrison la regarda avec une expression profondément énigmatique. « Parce que je suis avant tout un homme de science, madame, et que votre cas m'intéresse au plus haut point. Une grossesse à 62 ans, qu'elle soit le fruit d'un inceste ou d'une liaison illégitime, représente un phénomène extraordinaire que la science se doit impérativement d'étudier. Vous ne croyez pas réellement à cette histoire inventée de colporteurs italiens? Non, bien sûr que non, mais elle était suffisamment plausible, juste assez pour semer le doute nécessaire. Et dans notre système judiciaire, le doute profite toujours à l'accusé. Jeanne ferma les yeux, absolument épuisée physiquement et moralement. « Et maintenant, que va-t-il m'arriver »
Maintenant, nous attendons patiemment. Nous attendons de voir ce qui va naître de votre ventre. Un enfant sain et normal, un monstre difforme. La réponse à cette question cruciale déterminera définitivement votre sort, Madame de Salomon, et peut-être aussi celui de la science moderne. Le couvent des Ursulines d'Aix-en-Provence était un imposant bâtiment austère aux murs épais de pierre grise, niché dans le quartier élégant de Mazarin. Jeanne y fut installée dans une cellule monacale spartiate, meublée uniquement d'un lit de sangle inconfortable, d'une table de bois brute, d'une chaise bancale et d'un grand crucifix de bronze qui semblait la regarder avec reproche. Une sœur garde, sœur Thérèse, une religieuse robuste au visage naturellement sévère, était chargée de la surveiller rigoureusement jour et nuit. Les longs mois qui suivirent furent une épreuve physique et mentale absolument interminable. Jeanne, privée de toute liberté, rongée par l'angoisse grandissante, sentait l'enfant grandir inexorablement en elle. Les mouvements du fœtus devenaient progressivement plus violents, plus fréquents et plus dérangeants. Parfois, elle avait l'impression terrifiante que la créature lui donnait des coups de pied avec une force absolument démesurée, comme si elle cherchait désespérément à s'échapper de sa prison de chair et de sang. Le comte de Montbrison venait la voir très régulièrement, plusieurs fois par semaine, toujours accompagné de médecins curieux et de savants fascinés par ce cas médical sans précédent. Ils l'examinaient méthodiquement, prenaient des mesures précises avec leurs instruments, consignaient scrupuleusement leurs observations dans d'épais carnets reliés de cuir. Jeanne se sentait comme un animal de foire, une curiosité monstrueuse exhibée pour satisfaire la curiosité morbide des philosophes et des scientifiques. « Comment vous sentez-vous aujourd'hui, madame ?» demandait invariablement Montbrison avec une sollicitude qui sonnait de plus en plus faux à ses oreilles. « Comme une prisonnière condamnée attendant son exécution, monsieur le comte. Vous n'êtes pas une prisonnière, mais une patiente précieuse. Nous veillons attentivement sur vous et sur l'enfant que vous portez. L'enfant, qu'arrivera-t-il exactement à l'enfant après sa naissance? Dites-moi la vérité. » Montbrison évitait systématiquement son regard perçant. Cela dépendra entièrement de son état physique et mental. S'il est parfaitement sain et normal, il sera discrètement placé dans un orphelinat sous un nom d'emprunt. Personne ne saura jamais ses origines troubles. S'il est autrement, des dispositions spéciales seront prises. Autrement. Vous voulez dire explicitement si c'est un monstre, un être difforme? Je ne voulais pas employer ce terme brutal, mais répondez-moi honnêtement. Que ferez-vous concrètement si mon enfant naît avec des difformités? Montbrison soupira profondément, résigné. Dans ce cas regrettable, il serait conservé pour études scientifiques approfondies. Les cas d'enfants issus d'unions consanguines sont extrêmement rares et infiniment précieux pour la science médicale. Nous pourrions enfin comprendre définitivement les mécanismes mystérieux de l'hérédité, les dangers réels de la consanguinité. Conserver? Vous voulez dire froidement disséqué comme un vulgaire spécimen de curiosité? Si cela s'avère nécessaire pour le progrès de la connaissance, oui. Jeanne sentit une rage froide et impuissante monter irrésistiblement en elle. Elle avait été profondément naïve de croire que ces hommes l'avaient sauvée par bonté d'âme ou compassion. Ils ne s'intéressaient qu'à sa grossesse extraordinaire, à l'enfant qu'elle portait comme à un phénomène de foire, une aberration de la nature à étudier et à cataloguer. Les contractions déchirantes commencèrent brutalement par une nuit d'orage particulièrement violent, au début du mois d'août étouffant. Des éclairs aveuglants zébraient le ciel nocturne, illuminant violemment les vitraux colorés du couvent. Le tonnerre grondait, comme la colère divine. Jeanne se tordit de douleur atroce sur son lit étroit, hurlant à plein poumon jusqu'à s'en briser la voix. Sœur Thérèse fit immédiatement appeler les médecins en urgence. Le professeur de Lancry arriva en hâte malgré l'heure tardive, accompagné de son fidèle assistant et du comte de Montbrison qui ne voulait manquer cet événement pour rien au monde. Une sage-femme expérimentée, Mère Geneviève, une vieille femme au visage profondément buriné par 60 ans de pratique, qui avait mis au monde littéralement des centaines d'enfants, fut également mandée d'urgence. « Comment va-t-elle »
demanda anxieusement de Lancry en entrant dans la cellule transformée en salle d'accouchement improvisée. Les contractions sont extrêmement fortes et dangereusement rapprochées, répondit sœur Thérèse, le visage blême. Mais quelque chose ne va manifestement pas. L'enfant ne se présente pas correctement. La position est anormale. Mère Geneviève examina Jeanne avec des gestes experts, nés de décennies d'expérience. Son visage ridé se ferma progressivement, prenant une expression grave. Le bébé est en siège complet, et il est gros, beaucoup trop gros pour l'âge avancé de la mère et la taille de son bassin rétréci. Cela va être extrêmement difficile et dangereux. Elle risque de mourir. Faites absolument tout ce que vous devez faire, ordonna froidement de Lancry. Mais l'enfant doit survivre à tout prix. C'est le plus important. L'accouchement dura 16 heures d'enfer absolu. 16 heures de souffrances indicibles et inhumaines pendant lesquelles Jeanne hurla, jusqu'à s'en déchirer la gorge et perdre complètement sa voix. Le sang coulait en flots abondants, trempant les draps blancs, formant des flaques poisseuses sur le sol de pierre froide. À plusieurs reprises, les médecins crurent sincèrement qu'elle allait mourir d'hémorragie ou d'épuisement. Mais Jeanne s'accrochait obstinément à la vie avec une ténacité farouche, presque surhumaine. Elle voulait voir son enfant coûte que coûte. Elle devait absolument savoir ce qu'elle avait engendré. Enfin, à l'aube blafarde, alors que les premières lueurs rosées et incertaines perçaient difficilement à travers les nuages d'orage dissipés, l'enfant sortit dans un dernier effort déchirant qui arracha un cri bestial à Jeanne. Mère Geneviève le réceptionna avec des mains tremblantes, coupa rapidement le cordon ombilical avec des ciseaux. Un silence de mort absolument terrifiant s'abattit sur la pièce. L'enfant ne pleurait pas un son, pas un cri. Mère Geneviève, le visage devenu blême comme un linge, le tenait à bout de bras, comme si elle craignait qu'il ne la morde ou ne la contamine. « Mon Dieu tout-puissant !» murmura-t-elle d'une voix étranglée. « Mon Dieu, protégez-nous de cette abomination !» Le professeur de Lancry s'approcha rapidement, arracha presque brutalement le nouveau-né des mains tremblantes de la sage-femme horrifiée. Il l'examina minutieusement à la lueur vacillante des chandelles, ses mains de chirurgien tremblant légèrement malgré lui. L'enfant était techniquement vivant, sa minuscule poitrine se soulevait et s'abaissait faiblement, irrégulièrement. Son cœur battait, mais il était profondément, irrémédiablement anormal. Sa tête était grotesquement disproportionnée, beaucoup trop grosse pour son corps frêle et rachitique. Le crâne présentait une forme étrange, bosselé, comme si les os ne s'étaient pas correctement soudés. Ses yeux, deux petites orbites plissées et déformées, semblaient ne pas avoir de paupières fonctionnelles. Ils étaient révulsés, montrant principalement le blanc jaunâtre. Sa bouche était fendue en une béance horrible qui révélait ses gencives rosâtres et quelques dents déjà formées, pointues comme des aiguilles. Ses membres étaient atrophiés, tordus à des angles anatomiquement impossibles. Les bras ressemblaient à des moignons, les mains à des serres d'oiseaux avec seulement 3 doigts palmés. Les jambes étaient arquées, les pieds de botte. Sur son dos nu, une protubérance osseuse formait une bosse disgracieuse qui ressemblait presque à une ébauche d'ailes atrophiées. Mais le plus terrifiant, le plus cauchemardesque, c'était sa peau. Elle était translucide, presque transparente, laissant apparaître en dessous le réseau bleuâtre complexe de ses veines pulsantes, le battement frénétique et visible de son cœur minuscule à travers la cage thoracique inexistante. « Est-ce un garçon ou une fille ?» demanda Jeanne d'une voix complètement brisée, à peine audible. De Lancry ne répondit pas immédiatement. Il continuait à examiner la créature avec une fascination morbide, comme hypnotisé par cette impossibilité vivante. « Un garçon !» dit-il finalement d'une voix blanche. « C'est techniquement un garçon, quoique le terme soit discutable. » Jeanne tendit faiblement les bras, les larmes ruisselant abondamment sur ses joues creusées et exsangues. « Donnez-le-moi. Je veux le tenir contre moi. C'est mon fils. Madame, je ne pense vraiment pas que ce soit... »« Donnez-le-moi immédiatement !» hurla-t-elle avec la dernière once de force qui lui restait. «
Delan crie, à contre-cœur et avec une répugnance visible, lui tendit l'enfant monstrueux. Jeanne le pressa désespérément contre sa poitrine ensanglantée, des sanglots convulsifs secouant son corps épuisé. Le bébé bougea très faiblement, émettant un son étrange et dérangeant, quelque chose entre un gargouillement aquatique et un sifflement reptilien. « Mon fils !» murmura-t-elle à travers ses larmes amères. « Mon pauvre fils, qu'est-ce que je t'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait ?» Montbrison, resté prudemment en retrait jusque-là, s'avança finalement avec détermination. « Madame de Salomon, cet enfant est... Il ne peut manifestement pas survivre longtemps. Regardez-le objectivement. Il est voué à une mort rapide et douloureuse dans d'atroces souffrances. Le plus charitable, le plus humain serait de... »« De quoi ?» cracha Jeanne avec une haine venimeuse, serrant l'enfant encore plus fort contre elle. « De le tuer ? D'étouffer le peu de vie précieuse qui palpite encore en lui, de mettre fin rapidement à son martyre, et au vôtre. Vous devez comprendre que c'est pour le mieux. Non, c'est mon fils, le sang de ma famille, de 7 siècles d'histoire, coule dans ses veines, c'est tout ce qui reste. Justement, madame, c'est là précisément le problème tragique. Le sang des Salomon, concentré et purifié par l'inceste, a produit cette aberration de la nature. Votre lignée n'était manifestement pas faite pour être perpétuée ainsi. Elle était maudite dès le départ. Jeanne le regarda avec une haine absolue et pure. « Sortez, sortez tous immédiatement. Laissez-moi seul avec mon enfant. » Les médecins et le comte, profondément mal à l'aise devant ce spectacle pathétique, s'exécutèrent en silence. Seule sœur Thérèse resta, adossée au mur froid, égrenant mécaniquement son chapelet, en murmurant des prières incessantes pour le salut de cette âme maudite. Jeanne berça l'enfant pendant des heures interminables, lui chantant d'une voix cassée et rauque des berceuses oubliées qu'elle avait apprises de sa propre mère. Le bébé ne pleurait toujours pas. Il ne pouvait apparemment pas pleurer. Sa respiration devenait progressivement de plus en plus laborieuse, de plus en plus sifflante et irrégulière. Sa peau translucide prenait lentement une teinte bleuâtre inquiétante, signe d'asphyxie progressive. Il mourut paisiblement au crépuscule, sans un cri, sans une plainte, dans les bras décharnés de sa mère. Son minuscule cœur cessa simplement de battre. Jeanne le tint encore très longtemps contre elle, refusant obstinément de lâcher le petit corps qui refroidissait rapidement. Elle lui parlait doucement, lui racontant l'histoire glorieuse de la famille Salomon, les croisades, les batailles, les ancêtres illustres. Finalement, après plusieurs heures, sœur Thérèse dut littéralement le lui arracher de force des bras. « C'est terminé, madame. Que son âme innocente repose en paix auprès du Seigneur. » Le corps minuscule de l'enfant fut soigneusement placé dans un grand bocal de verre, rempli de formol, par le comte de Montbrison, qui voulait absolument l'étudier, le disséquer méthodiquement, percer tous les secrets de sa malformation extraordinaire. Jeanne fut officiellement relâchée quelques jours plus tard, pâle comme un fantôme. Le procès ne fut jamais rouvert formellement. Officiellement, selon les documents officiels, elle avait donné naissance à un enfant mort-né difforme, fruit probable d'une liaison scandaleuse avec un homme inconnu de passage. La rumeur persistante d'inceste continua à circuler dans toute la région, mais sans preuve matérielle irréfutable, elle ne pouvait légalement être poursuivie. Elle retourna péniblement au manoir Salomon, encore plus délabré et maudit que jamais. Margot avait définitivement fui, terrorisée par les événements surnaturels et les malédictions. Jeanne se retrouva complètement seule, absolument seule dans cette maison immense, hantée par les fantômes de son passé criminel. Elle vécut encore 3 longues années de solitude absolue, complètement isolée du monde, évitée par absolument tous. Les villageois superstitieux racontaient qu'on la voyait errer comme une âme en peine dans les couloirs vides et poussiéreux, parlant toute seule à des interlocuteurs invisibles, riant et pleurant tour à tour sans raison apparente. En 1766, un jour d'hiver particulièrement glacial, on la retrouva morte dans la chambre maudite où Robert avait jadis été enfermé comme un animal. Elle gisait sur le lit défoncé et pourri,
les mains soigneusement croisées sur la poitrine creuse, les yeux grands ouverts, fixant éternellement le plafond moisi. Sur la table de chevet vermoulu, les autorités locales découvrirent un journal intime épais, où elle avait consigné méticuleusement tous les détails sordides de son entreprise monstrueuse. Le document fut immédiatement confisqué et brûlé publiquement par ordre express du Parlement de Provence, jugé beaucoup trop scandaleux et dangereux pour être conservé dans quelque archive que ce soit. Le manoir Salomon fut définitivement abandonné, laissé à l'abandon complet. Il tomba progressivement en ruine spectaculaire. Les villageois affirmaient avec certitude qu'il était hanté, qu'on y entendait régulièrement des pleurs d'enfants la nuit, des gémissements de damnés. En 1789, pendant les violences de la Révolution française, la bâtisse maudite fut sauvagement pillée par les sans-culottes enragés. Ils découvrirent dans les caves humides des ossements humains étranges, jamais formellement identifiés. Le manoir fut finalement brûlé volontairement, réduit en cendres et en poussière. Aujourd'hui, il ne reste que quelques pans de murs moussus et écroulés, perdus au milieu des collines sauvages de Provence. Un cairn de pierres éboulées marque approximativement l'emplacement du cimetière familial, où reposent pour l'éternité Jeanne et Robert de Salomon, les tout derniers d'une lignée que l'obsession maladive et la folie ont conduite à sa perte définitive. Quant aux spécimens prélevés par le comte de Montbrison, l'enfant monstrueux conservé dans le formol, il disparut mystérieusement et définitivement des archives officielles de l'Académie royale des sciences quelques années plus tard. Certains historiens contemporains affirment qu'il fut détruit lors d'un incendie dévastateur en 1793. D'autres murmurent qu'il se trouve encore quelque part, oublié dans les réserves poussiéreuses d'un obscur musée médical provincial, témoignage glaçant et silencieux d'une expérience que la science elle-même préféra finalement ignorer et oublier. Car voyez-vous, il y a des abîmes insondables de l'âme humaine que même les lumières les plus brillantes de la raison ne peuvent véritablement éclairer. Il y a des obsessions si sombres, si dévorantes et si destructrices qu'elles défient toute raison, toute morale, toute humanité. L'histoire tragique de Jeanne de Salomon en est l'illustration parfaite et terrible, un avertissement gravé dans le sang, la folie et la damnation. Certaines lignées doivent impérativement s'éteindre. Certains secrets doivent absolument rester enfouis dans les ténèbres. Et certains désirs, aussi ardents et dévorants soient-ils, ne doivent jamais, au grand jamais, être assouvis. La lignée maudite des Salomon s'est achevée dans l'horreur absolue, et le sang innocent, laissant derrière elle une légende macabre que les gens de Provence racontent encore aujourd'hui, lors des longues veillées d'hiver, quand le vent hurle comme un loup dans les collines désolées et que l'ombre semble prendre vie. Une légende qui nous rappelle éternellement que la plus grande monstruosité ne vient jamais de la nature elle-même, mais de l'homme, quand il choisit délibérément d'ignorer toutes les lois divines et humaines au nom d'une ambition dévorante, d'un orgueil démesuré, d'une obsession qui consume tout sur son passage. Qu'avez-vous pensé de l'histoire ? Laissez votre commentaire ci-dessous et partagez vos réflexions sur ce cas terrifiant. Envie d'autres histoires d'horreur mêlant histoire et mystère? Abonnez-vous, activez la cloche de notification et partagez avec ceux qui aiment le côté obscur de l'humanité. À bientôt pour le prochain cauchemar.